Bonjour, nous allons donc commencer ce CLT qui est consacré à l'Europe. Si vous pouvez vous installer rapidement et d'autre part bien penser à éteindre vos téléphones portables. Alors, depuis plusieurs semaines, l'Union européenne est contestée dans les manifestations d'agriculteurs qui lui reprochent de ne pas être assez protectionniste vis-à-vis de l'extérieur et trop régulatrice à l'intérieur. Des agriculteurs français attaquent des camions transportant des produits espagnols, belges, allemands, polonais. Des agriculteurs tchèques, slovaques, hongrois, polonais manifestent avec des pancartes « Stop aux céréales ukrainiennes ». Des paysans espagnols manifestent contre les produits agricoles français, etc. Les gouvernements attisent la méfiance vis-à-vis des institutions européennes en se présentant comme les protecteurs de leur agriculture nationale, institutions européennes qui, de leur côté, allègent petit à petit leur réglementation. Cette crise est révélatrice. Après plusieurs décennies de construction européenne, le continent européen n'est toujours pas réellement unifié, ni politiquement, ni économiquement. En cas de crise, chacun réagit en ordre dispersé. L'Europe, cette toute petite partie de la planète où les peuples sont entremêlés depuis des siècles et des siècles, continue à être traversée de frontières, de nationalisme et de rivalités économiques. Voilà toute l'unification dont la bourgeoisie a été capable. Dans 3 mois, la population des 27 pays composant l'Union européenne votera pour élire les députés au Parlement européen. L'enjeu serait, à en croire la classe politique, de choisir entre souverainisme et européanisme. Les courants souverainistes promettent aux travailleurs qu'ils seraient protégés s'il y avait plus de barrières physiques, douanières ou encore fiscales. En face, les promoteurs de l'Union européenne voudraient faire croire qu'elle est la garante du niveau de vie de la population et de l'indépendance du continent face aux États-Unis, à la Russie ou à la Chine. Eux-mêmes sont protectionnistes, mais à l'échelle de l'Europe. Aucun de ces deux camps n'est le nôtre. L'Union européenne est une institution fabriquée pour servir les intérêts des grandes entreprises capitalistes des grands pays européens. Elle n'a supprimé ni les frontières, ni les États nationaux et leur armée, ni les inégalités entre peuples. Désormais, avec l'aggravation de la crise économique, elle se fissure sous l'effet de la concurrence exacerbée entre capitalistes et à cause de ses rivalités internes. Ses dirigeants n'ont que le mot « réarmement » à la bouche. La guerre est déjà aux portes de l'Union européenne en Ukraine, mais aussi dans les Balkans, où après avoir ravagé l'ex-Yougoslavie dans les années 1990, elle couve à nouveau entre le Kosovo et la Serbie. Face à cette crise, ce qu'il faut remettre en cause, c'est la domination de la bourgeoisie. Ce n'est pas la nécessité de l'unité entre les peuples européens et même entre les peuples du monde entier. Les frontières, la concurrence entre nations, mais aussi les alliances entre États bourgeois comme l'Union européenne, tout cela, c'est la façon bourgeoise de gérer le monde et elle nous mène à la catastrophe. Opposer institutions européennes et États nationaux, tant que l'économie reste entre les mains des capitalistes, est un leurre, un piège. Nous, militants communistes révolutionnaires, nous sommes pour que la société à tous les niveaux soit dirigée par les travailleurs. Voilà ce que nous voulons discuter aujourd'hui, en opposition avec toutes les idées nationalistes et anti-Europe, et aussi en opposition avec les partisans de l'Union européenne bourgeoise et impérialiste. Notre combat, celui du camp des travailleurs, ne peut être qu'internationaliste. Donc, et sur ce sujet, je passe la parole à Claire Dinois. En 1959, De Gaulle, dans un discours à Strasbourg, prophétisait qu'un jour, l'Europe,
toute l'Europe, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, disait-il, déciderait du destin du monde. 63 ans plus tard, l'Union européenne est bien loin de s'étendre jusqu'à l'Oural, elle ne comprend même pas tous les pays des Balkans. Quant à décider du destin du monde, il a fallu des semaines au Parlement européen pour arriver à une résolution commune sur la guerre à Gaza, une résolution pourtant sans aucune conséquence pratique. Et Macron n'a pas attendu de trouver un consensus avec ses amis européens pour déclarer lundi dernier qu'il fallait envisager la possibilité de l'envoi en Ukraine de troupes au sol, les obligeant à se positionner après coup. Ces épisodes sont révélateurs. L'Union européenne n'est ni une grande puissance parlant d'une voix unique, ni une alliance égalitaire entre 27 États qui coopéreraient dans la paix et l'harmonie. C'est un vaste marché où les grandes entreprises peuvent investir et faire du commerce librement, et c'est une construction inégalitaire, dominée par quelques pays les plus riches, en particulier les puissances impérialistes que sont la France et l'Allemagne. 2 fois au cours du XXe siècle, les rivalités entre ces grandes puissances ont plongé le monde dans la barbarie, avec des guerres qui se sont étendues à toute la planète. Après la Seconde Guerre mondiale, ces bourgeoisies se sont orientées vers la construction d'un marché commun qui, petit à petit, est devenu l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi elles en sont arrivées là et pourquoi elles ne peuvent pas dépasser un certain degré de coopération, il faut revenir un peu en arrière. Au cours de son histoire, tout en s'enrichissant du pillage sur d'autres continents et en mondialisant les échanges, la bourgeoisie s'est développée sur une base nationale et elle a eu besoin, pour son développement, d'États nationaux. Cela ne s'est pas fait partout de la même façon, ni au même rythme. Pour l'Angleterre et la France, ce processus d'unification, qui avait commencé dès le Moyen-Âge, était abouti au début du XIXe siècle, et il y a permis le développement précoce du capitalisme. Ailleurs, l'unification nationale ne s'achève que plus tard, dans les années 1860, pour l'Allemagne et l'Italie. Mais c'est un processus général. Ces États centralisés ont été indispensables au développement de la bourgeoisie, parce qu'ils lui garantissaient l'accès privilégié à un marché national largement protégé de la concurrence, des lois sur mesure, le maintien de l'ordre contre la population, et parce qu'ils lui garantissaient aussi la force militaire et les moyens financiers de ces États pour s'imposer sur les marchés internationaux. Car les marchés nationaux, indispensables au départ, se sont vite révélés trop réduits pour absorber le développement de la production capitaliste au cours du XIXe siècle. Alors les capitalistes européens ont exporté leurs marchandises et leurs capitaux dans le monde entier avec l'appui de leurs États. Et pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, ils se sont partagé le monde, mettant en coupe réglée des continents entiers. Les bourgeoisies de France, d'Allemagne, d'Angleterre se sont retrouvées en concurrence sur les marchés d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique, du Moyen-Orient. Et les plus grandes puissances coloniales ont été les pays où les bourgeoisies avaient le plus tôt établi leur base nationale, l'Angleterre et la France en particulier. Sur le continent européen aussi, les bourgeoisies européennes se sont ruées pour récupérer les morceaux de l'Empire ottoman qui était en train de s'effondrer, alors qu'au début du XIXe siècle, cet empire contrôlait encore une grande partie des Balkans. Son effritement a donné naissance à de nouveaux États sous domination française, anglaise, allemande et aussi russe. C'est à Berlin que fut signé en 1878 un traité qui traçait, entre autres, les frontières de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Serbie. Les capitaux occidentaux pénétrèrent en Europe de l'Est, les banques françaises, allemandes, anglaises se disputaient les prêts aux États à peine nés et les groupes capitalistes s'affrontaient pour les marchés de matériel militaire, la construction des ports, des routes. Dès cette fin du XIXe siècle, l'Europe était dominée par un groupe de nations impérialistes qui imposaient leurs lois aux autres. Et cette rivalité entre les bourgeoisies européennes a mené à 2 guerres mondiales. La bourgeoisie allemande, arrivée dans la course aux colonies après ses concurrentes françaises et anglaises, n'avait pas eu accès au même niveau aux marchés mondiaux. Elle poussait pour un repartage du monde par la force, contre des impérialismes français et anglais qui étaient de leur côté prêts à tout pour défendre leurs précarés. Ce fut la Première Guerre mondiale, puis moins de 20 ans après, la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est à l'issue de cette Deuxième Guerre mondiale que l'histoire de l'Union européenne va vraiment commencer, et ce, sous l'impulsion des États-Unis. Car les États-Unis ont été les véritables vainqueurs de ces 2 guerres mondiales. La bourgeoisie américaine avait elle aussi organisé son marché national, mais à la taille d'un continent. Cet immense territoire fournissait aux industriels et banquiers de ce pays de vastes possibilités de développement
et lui permettait de s'imposer au monde entier, y compris aux impérialistes européens. En 1945, à la fin de la guerre, il poussait à la constitution d'un marché européen qui faciliterait l'exportation de leurs capitaux et de leurs marchandises, et ils ont poussé les puissances européennes en ce sens. Il y avait aussi à ce moment-là un autre enjeu pour les États-Unis. À la fin de la guerre, l'URSS de Staline et de la bureaucratie était alliée aux États-Unis. Staline avait joué le rôle du gendarme en Europe pour prévenir toute révolte populaire et l'URSS avait occupé la moitié de l'Europe. Mais cet État ouvrier, même dégénéré, même entre les mains de la bureaucratie stalinienne, restait un corps étranger pour l'impérialisme. Et avec la guerre froide, les alliés d'hier sont devenus ennemis. L'Europe, dont l'Allemagne elle-même, s'est retrouvée divisée par le rideau de fer. Et les États-Unis avaient donc besoin de renforcer leur domination sur la partie occidentale de l'Europe. C'est dans ce contexte que les bourgeoisies de l'ouest de l'Europe se sont orientées vers une coopération tout en restant rivales. Les deux guerres mondiales l'avaient montré, établir un vaste marché européen au profit de la seule bourgeoisie française, allemande ou anglaise n'était à la portée d'aucun de ces États impérialistes. Les États-Unis poussaient dans le sens d'une alliance entre eux, c'est-à-dire au regroupement de leurs camps, et afin d'avoir accès eux-mêmes à un vaste marché européen. C'est la seule raison pour laquelle les dirigeants politiques bourgeois ont choisi la voie d'une alliance. Ce n'est pas parce qu'ils ont été horrifiés par la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus pacifistes, et ce n'est évidemment pas parce qu'ils sont devenus raisonnables. La construction européenne, ce n'est rien d'autre qu'une alliance entre puissances affaiblies, cherchant à garder leur rang dans la compétition mondiale en surmontant l'étroitesse de leurs marchés nationaux. Alors concrètement, en quoi consiste cette construction européenne? Eh bien, c'est essentiellement l'établissement d'un marché unique pour les marchandises et les capitaux. Le reste, hymne à la joie, amitié franco-allemande et autres grandes déclarations sur les droits de l'homme et la paix sur le continent, ce n'est que de l'enrobage. Mais il n'a jamais été question, pour les bourgeoisies européennes, de renoncer aux liens profonds, organiques, qu'elles ont historiquement développés avec leurs États. Créer un marché commun au forceps, tout en préservant les États nationaux et donc sans État européen, eh bien c'est toute la contradiction de la construction européenne. La première étape a été la création d'une union douanière pour deux produits stratégiques, le charbon et l'acier, en 1951, entre la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la RFA, c'est-à-dire l'Allemagne de l'Ouest. Et dans les décennies suivantes, le marché unique a été élargi à d'autres marchandises et à d'autres pays. La Grande-Bretagne ne l'a rejoint qu'en 1973, après des années d'opposition de la France et après l'avoir même combattue en créant pendant quelques années une zone de libre-échange concurrente. Et elle en est sortie en 2020, au moment du Brexit. Progressivement, le groupe fondateur a intégré l'Europe du Sud, la Grèce, l'Espagne, le Portugal et des puissances secondaires comme l'Autriche ou la Suède. Et au début des années 2000, les pays de l'ancien bloc soviétique ont été absorbés. Mais cet élargissement progressif n'a pas effacé d'un trait de plume la réalité économique ni les inégalités de développement entre les différentes régions de l'Europe, qui sont le produit d'une longue histoire. L'égalité formelle entre les pays membres n'a pas supprimé, bien entendu, les rapports de domination entre les pays de l'Ouest et ceux du Sud et de l'Est. Quant à l'établissement du marché unique de toutes les marchandises, il a pris plusieurs décennies, tant les bourgeoisies européennes naviguent entre deux intérêts contradictoires: s'unir et garder leurs prérogatives nationales. Un marché unique, c'est un marché sur lequel les produits peuvent circuler librement. Cela implique une levée des droits de douane, mais pas seulement. Il faut harmoniser les subventions versées par les États pour éviter que les producteurs d'un pays soient avantagés par rapport aux autres. Il faut se mettre d'accord sur la définition des produits, donc établir des normes, sur des quotas de production, sur les droits de douane aux frontières du marché commun, etc., etc. Bien, l'histoire de la construction européenne a consisté à essayer de régler ce genre de problème. Et il a fallu trouver des accords pour chaque marchandise. Une véritable guerre du chocolat a ainsi opposé pendant 30 ans les pays qui autorisaient l'utilisation d'une matière grasse végétale autre que le cacao et les autres, pour avoir le droit de mettre chocolat sur l'étiquette. 30 ans. Quel sera le taux de pollution autorisé pour les voitures vendues en Europe? À quelle date sera-t-il interdit de vendre des véhicules thermiques? Quel chargeur de téléphone portable est autorisé sur le marché européen? Voilà le genre de questions sur lesquelles les pays européens cherchent des accords.
Alors tout cela se négocie au Parlement européen, à la Commission européenne, au Conseil européen, qui regroupe les ministres des États membres, dans des rencontres bilatérales, trilatérales, dans les couloirs, dans des marchandages, où tel État qui n'a pas d'intérêt sur la question vend son soutien en échange d'un appui dans un autre dossier, et chacun défend son bout de gras, alors tout prend un temps fou. Ces accords, normes et règlements sont négociés par les États en fonction des intérêts de leurs capitalistes, et tout autant sous la pression des lobbies, c'est-à-dire des représentants directs des entreprises. À Bruxelles, les lobbyistes ont une existence légale, ils seraient 50 000, et l'ensemble de leurs activités mobilise un budget de plusieurs milliards d'euros. Alors il y a des lobbies pour tout. Un certain Europatate, par exemple, défend les intérêts des producteurs de pommes de terre européens. Mais il y en a aussi pour la régulation des activités bancaires, la réglementation sanitaire, etc. C'est que l'enjeu est important. Gagner sur la définition d'une norme ou d'un règlement permet de commercialiser son produit dans tous les pays européens d'un seul coup. Et pour les grandes entreprises, cette centralisation européenne a des avantages évidents. Les centrales d'achat européennes permettent aux Super U, Carrefour, Leclerc, etc. de s'allier avec d'autres distributeurs pour négocier leurs achats sur tout le marché européen. Dans l'agriculture, c'est une agence européenne qui délivre les autorisations de commercialiser telle ou telle substance qui entre dans la composition des pesticides. Les trusts comme Syngenta, Bayer, BASF n'ont donc qu'un dossier à déposer pour pouvoir élaborer des produits dans 27 pays, c'est économique. Les multinationales de l'automobile peuvent organiser leur production à l'échelle de l'Union européenne. Il faut imaginer sans cela Renault ou BMW devant payer des droits de douane pour chaque pièce achetée en Europe ou pour chaque voiture vendue dans un autre pays que celui où elle a été assemblée. Le marché commun aide ainsi les capitalistes européens à surmonter l'étroitesse des marchés nationaux à coup de bataille pour les normes et de lobbying. Mais d'une part, ce mode de fonctionnement n'est pas original. En France aussi, et dans tous les pays, les États organisent le marché et même toute la société en fonction des intérêts capitalistes. L'Europe n'a pas inventé le fait que les lois sont taillées sur mesure pour les capitalistes. Et d'autre part, les multinationales européennes conservent un lien privilégié avec l'État impérialiste où elles sont nées, qui est un peu le garant en dernier ressort de leurs intérêts. Alstom et Siemens, deux géants du ferroviaire, bénéficient tous deux de la possibilité d'emporter des marchés dans toute l'Europe. Mais lorsque Siemens s'est retrouvé en difficulté il y a quelques mois, il a pu compter sur l'État allemand pour un plan de sauvetage à 15 milliards d'euros. Et Alstom sait, de son côté, qu'il pourrait se tourner vers l'État français. Le marchand d'armes français Dassault bénéficie du marché européen, alors qu'il doit partager avec ses concurrents allemands, espagnols et surtout américains. Mais Dassault compte avant tout sur l'État français, qui reste son fidèle client et son principal agent commercial. L'État français organise la possibilité pour Renault, Sanofi ou Carrefour de vendre leurs produits dans toute l'Europe, et il fait en même temps tout ce qu'il peut pour soutenir la production dite française. Les plans de subvention au patron de Macron s'appellent d'ailleurs Choose France et France Relance, et pas Choose Europe ou Europe Relance. Le cas d'Airbus, qui est souvent cité comme l'exemple de l'émergence d'un véritable groupe européen supranational, à partir d'entreprises françaises, allemandes et espagnoles, ce n'est même pas vraiment l'exemple qui confirme la règle. Car la construction de chaque nouvel appareil donne lieu à des batailles de chiffonniers pour savoir où seront construits les éléments, où aura lieu l'aménagement intérieur, au prix de transferts et allers-retours coûteux entre Toulouse et Hambourg notamment, pour que chacun y trouve son compte. Et de fait, le marché unique européen n'a rien à voir avec une organisation rationnelle et planifiée de la production à l'échelle du continent. Par exemple, la politique agricole commune, la PAC, elle a consisté essentiellement, en fonction des périodes, à encourager la production avec des prix garantis ou à la limiter avec un système de quotas. Elle repose sur un système d'aides qui ont toujours été indexés sur la taille des exploitations et ont donc surtout été favorables aux plus gros exploitants, qui n'ont cessé d'ailleurs de grossir au fur et à mesure qu'ils faisaient disparaître les plus petits. Cette politique, qui représente plusieurs dizaines de milliards d'euros par an, n'avait pas pour objectif et n'assure en rien une alimentation sûre et planifiée à l'échelle du continent, pas plus qu'elle ne permet aux petits exploitants de vivre de leur travail. Elle assure par contre à Lactalis et autres multinationales, quand ce n'est pas au prince de Monaco, un grand propriétaire terrien,
de toucher des millions d'euros de subventions publiques. Et on peut ajouter qu'à chaque époque, elle a été menée en plein accord avec les plus gros agriculteurs, représentés en France par la FNSEA, qui est une véritable co-gestionnaire de la PAC. De même, dans un autre secteur, l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité, du transport, etc., a offert des profits faciles à des entreprises capitalistes, notamment pour l'électricité, à des intermédiaires qui ne produisent rien, mais rançonnent les consommateurs. Mais cela n'a pas créé un réseau électrique ou un réseau de transport européen unifié. Organiser la production à l'échelle du continent serait pourtant une nécessité et un progrès dans l'agriculture, l'électricité, le transport, mais aussi tout le reste. Le morcellement de l'Europe est une entrave à l'utilisation rationnelle des capacités de production. Et c'est même une entrave pour les capitalistes européens eux-mêmes par rapport à leurs concurrents américains ou chinois. Mais l'Union européenne n'a pas mis fin à ce morcellement, elle organise simplement la concurrence capitaliste au niveau européen. Alors, lorsqu'un petit producteur de fruits français vend ses produits sur le même marché qu'un géant espagnol qui emploie des dizaines de travailleurs sous-payés dans des immenses serres, est-ce que c'est de la concurrence déloyale européenne, comme on l'entend beaucoup ces derniers temps? Ben non, c'est tout simplement la loi du marché capitaliste. Imaginons la disparition du marché unique européen. Est-ce que le petit producteur français y gagnerait? Il ne paierait pas moins cher son essence, ses tracteurs, ses engrais. Il ne serait pas moins racketté par la grande distribution pour commercialiser ses produits. Il ne serait pas moins soumis à la concurrence des agriculteurs ayant des terres plus grandes, un matériel plus sophistiqué, plus de productivité. Au lieu d'être éliminé par un géant espagnol, il serait peut-être éliminé par un géant français. À l'échelle européenne comme à l'échelle nationale, la concurrence capitaliste est toujours favorable aux plus gros. Elle conduit à la concentration des moyens de production, elle écrase les petits producteurs. Mais s'en prendre au marché européen, c'est faire croire qu'il peut y avoir à l'échelle nationale une concurrence saine, loyale, qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Et c'est vrai aussi à l'échelle internationale. L'Union européenne est un outil des trusts dans la compétition mondiale, car elle négocie, au nom de tous les pays membres, des accords avec d'autres États ou d'autres zones économiques, les fameux accords de libre-échange. Dénoncés par la gauche et l'extrême droite comme étant responsables, là encore, d'une concurrence déloyale qui ruinerait les petites entreprises françaises, ces accords internationaux sont le produit de marchandage en fonction de l'intérêt des différents États et en leur sein de l'intérêt des plus grandes entreprises pour lesquelles ils limitent les droits de douane et les quotas d'importation et d'exportation. Tous ces accords ne sont pas favorables au même titre à tous les États européens. Alors les négociations peuvent être très longues. Par exemple, cela fait 20 ans que l'Union européenne négocie un accord de libre-échange avec le Mercosur. Mercosur, c'est des pays d'Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Venezuela. Le Mercosur, on le surnomme des voitures contre des vaches. Il serait favorable aux exportations des constructeurs automobiles, donc des voitures, mais il faciliterait l'importation de produits alimentaires. Alors l'Italie et l'Allemagne, qui ont intérêt aux exportations, sont pour, mais cela ferait concurrence à certains groupes agricoles français et espagnols, donc la France et l'Espagne sont plutôt contre, et ça fait 20 ans que ça dure. La position des uns et des autres est une question de contexte et de rapport de force. Il n'y a pas d'idéologie européenne du libre-échange, comme le dit l'extrême droite, ni de folie libre-échangiste, comme le dit Mélenchon. François Ruffin, lui, dénonce même des ayatollahs de la concurrence à Bruxelles, comme si c'était une religion et qu'il suffisait donc de changer de prêtre pour changer de politique. C'est beaucoup plus pragmatique que ça. L'Union européenne mène des négociations au coup par coup, dans lesquelles les différents secteurs économiques et les différents États ne sont pas tous gagnants à chaque fois. Et dans cette guerre entre requins, il n'y a pas de gentils et de méchants. Faire croire que la fin des traités de libre-échange développerait les emplois et protégerait les petites entreprises est un mensonge. D'abord, l'économie est mondiale, de fait. Il est complètement absurde d'imaginer la France produire seule sa nourriture, ses médicaments et pourquoi pas son pétrole. Le problème n'est pas que la production soit faite à l'échelle mondiale. Le problème, c'est que les lieux de production et les échanges ne sont déterminés que par les critères de la rentabilité capitaliste. Mais discuter de la façon dont les grands patrons s'arrangent entre eux pour atteindre cette rentabilité,
Discuter du montant des droits de douane qu'ils versent ou non, des accords qu'ils passent ou non, c'est faire diversion. C'est justement ne pas parler de la racine du problème, du pouvoir qu'ils ont d'organiser la production selon leur seul profit. Et ce pouvoir, il ne repose pas sur des traités, mais sur la propriété des capitaux. Et c'est cela qu'il faut contester. Et d'ailleurs, l'Union européenne, en réalité, n'est ni protectionniste ni libre-échangiste. Elle est les deux en même temps. Elle impose aux pays étrangers des quotas, des normes sanitaires ou techniques qui limitent les importations, et en même temps, elle négocie des traités pour favoriser les exportations des entreprises européennes. Ces deux politiques ne s'opposent pas, elles se complètent. Tout comme l'État français soutient les viticulteurs exportateurs en négociant pour eux des marchés internationaux, et en même temps, il subventionne les voitures électriques produites en France et protège ainsi les marchés des constructeurs. Lui aussi manie à la fois protectionnisme et libre-échange. La seule chose qui est spécifique à l'Union européenne, c'est qu'au rapport de force entre les secteurs capitalistes s'ajoutent les rapports de force entre États. États qui, contrairement aux mensonges des démagogues, ne se sont jamais dessaisis de leur souveraineté, comme ils disent. Alors, dénoncer le pouvoir de Bruxelles est un leitmotiv des partis d'extrême droite partout en Europe. Jordan Bardella s'en prend en permanence à la technocratie de Bruxelles. Il a même qualifié la Commission européenne de totalitaire. Du côté de la gauche, les cibles ne sont pas exactement les mêmes, mais le raisonnement est identique. On serait sous la dictature des traités européens, comme s'il y avait une Europe qui surplombe les États nationaux. Alors c'est complètement faux, il n'y a pas d'État européen, pas même un État fédéral. C'est la Commission européenne qui propose les lois européennes et seulement elle. Or, cette commission est composée de représentants des 27 États membres. Il faut donc que tous les États soient d'accord, ne serait-ce que pour lancer l'examen d'une proposition. Une fois proposées par la Commission, les décisions doivent être votées à la fois par le Parlement européen et par le Conseil européen, c'est-à-dire les ministres des États membres. Et une partie de ces décisions, celles qu'on appelle les directives, doivent encore ensuite être transposées par les États membres, ce qui constitue autant de filtres permettant aux États de garder le contrôle. Alors bien sûr, un petit État, comme la Grèce ou la Roumanie, a moins d'influence pour s'opposer à un projet que l'Allemagne ou la France. Mais en France, prétendre que l'Europe impose quoi que ce soit, c'est un pur mensonge. Un exemple récent, il a fallu 2 ans pour qu'une directive européenne soit rédigée pour renforcer un peu les droits des travailleurs des plateformes comme Uber, Deliveroo, etc. Travailleurs à qui leur patron impose un statut d'indépendant. Et cela aurait facilité leur requalification comme salariés. La France s'y est opposée, eh bien la directive a été abandonnée, tout simplement. Et puis, les États savent très bien ne pas appliquer un texte lorsque cela les arrange. Un autre exemple, depuis 2003, une directive européenne dit que tout salarié a le droit d'accumuler des congés payés, y compris donc ceux qui sont en arrêt maladie. Eh bien, ce n'est toujours pas appliqué en France au bout de 20 ans. Les États ne se sont pas non plus dessaisis de leurs moyens financiers, loin de là. Le budget de l'Union européenne ne pèse vraiment pas lourd par rapport à ceux des États nationaux. En 2023, juste un chiffre, il était 5 fois moins élevé que les budgets simplement de la France et de l'Allemagne. Donc 5 fois moins pour l'ensemble de l'Union européenne que simplement 2 pays. Et puis l'Union européenne a très peu de recettes directes. En fait, elle est dépendante des versements des États. Chaque État a aussi gardé son indépendance fiscale, c'est-à-dire ses recettes, et cela ne permet de maintenir en Europe des paradis fiscaux, comme l'Irlande ou le Luxembourg, où les grandes entreprises peuvent s'installer pour payer moins d'impôts, mais la raison la plus profonde est ailleurs. Le maintien de fiscalité nationale permet aux États d'alimenter leurs budgets nationaux et de mener des politiques indépendantes. Alors, quand certains disent que l'ouverture à la concurrence des transports, de l'énergie ou même la réforme des retraites seraient des exigences de l'Union européenne, ils font croire que le gouvernement français, allemand ou autre n'aurait pas la même politique s'ils avaient le choix. Mais ils n'ont pas été forcés par l'Europe, ils l'ont décidé. Ils l'ont décidé parce que ce sont des réformes favorables au grand patronat. Et si les travailleurs les ont subies, ce n'est pas à cause de la réglementation européenne, c'est le résultat du rapport de force avec le patronat.
Penser qu'on les évitera en renégociant les traités européens, c'est aussi illusoire que penser qu'on augmentera les salaires par une loi ou qu'on empêchera la réforme des retraites par une motion de censure à l'Assemblée nationale. Ça ne marche pas comme ça. Seule la combativité de la classe ouvrière peut faire reculer les attaques patronales, jamais des règlements négociés dans un Parlement, qu'il soit européen ou national. Alors un autre des chiffons rouges brandis par les anti-européens est l'euro. L'euro utilisé par seulement 20 des 27 États membres. L'euro serait responsable de l'inflation, il aurait fait perdre la souveraineté monétaire, etc. Mais enfin, ce qui pèse sur le niveau de vie, ce n'est pas la monnaie dans laquelle le salaire est versé, mais le montant du salaire. Qui peut sérieusement penser qu'une sortie de l'euro conduirait les patrons à augmenter les salaires? Quant au prix, s'ils augmentent ces dernières années, ce n'est pas à cause de l'euro, mais de la désorganisation des circuits économiques, de la spéculation, de la dictature des monopoles du pétrole, du transport. Et d'ailleurs, l'inflation est mondiale, elle touche tous les pays et toutes les monnaies. Total ne vendrait pas son essence à la pompe moins cher en francs qu'en euros. Dans une économie européenne complètement entremêlée, changer de monnaie pour passer de la France à la Belgique ou de l'Allemagne à l'Autriche avait un côté absurde. Il n'y a pas à regretter l'existence de monnaie nationale. Et évidemment, avant l'euro, les travailleurs n'avaient pas plus de contrôle sur l'établissement des prix. Alors dénoncer l'euro, c'est encore une diversion pour ne pas parler de ça. Ceux qui fixent les prix, ce sont les propriétaires des marchandises, c'est-à-dire les capitalistes. Et une fois encore, le problème, c'est que la propriété des capitaux leur donne le pouvoir de nuire à toute la société, quelle que soit la monnaie dans laquelle ils exercent leur nuisance. Pour contrôler cette monnaie, les pays membres ont dû créer une banque centrale européenne, basée à Francfort. Cette banque, la BCE, est dirigée par les gouverneurs des banques centrales nationales, qui, comme pour toutes les autres institutions de l'Union européenne, négocient et trouvent des accords en fonction des rapports de force entre États. Il n'y a pas plus de Francfort au-dessus des États que de Bruxelles ou de Strasbourg. Alors pourquoi l'euro a-t-il été créé? Eh bien, c'est un développement du marché commun. Avant, à chaque passage de frontière, il fallait changer de monnaie, et cela a un coût. Ça introduisait aussi une incertitude dans les échanges, puisque le prix des marchandises varie selon les variations de la valeur des monnaies, sans compter que ces variations de valeur des monnaies entre elles étaient une source permanente de spéculation. Donc, l'introduction de l'euro a facilité la vie des grandes entreprises qui ont une activité internationale. Mais l'euro pose aussi des problèmes aux États membres. Il faut éviter, en particulier, qu'ils puissent faire l'objet d'attaques spéculatives, c'est-à-dire que des spéculateurs fassent monter ou baisser brutalement son cours. Et pour cela, les pays membres de la zone euro sont censés respecter quelques règles communes, les fameux critères de Maastricht, en particulier ne pas avoir un déficit trop élevé, limiter l'inflation. Mais ces critères, destinés à chasser la spéculation par la porte, ne l'ont pas empêché de revenir par la fenêtre. En fait, comme les économies européennes ne sont pas homogènes, l'euro, du point de vue des marchés financiers, ne l'est pas non plus. Pour nous, un euro, c'est un euro. Mais sur les marchés financiers, un euro emprunté par l'État grec et un euro emprunté par l'État français n'ont pas la même valeur. C'est-à-dire que la Grèce devra accepter un taux d'intérêt plus élevé que la France, donc elle payera son euro emprunté plus cher que la France, parce que les créanciers considèrent que prêter à la Grèce, c'est plus risqué que prêter à la France. Alors ces différences de taux d'intérêt ont déjà provoqué des crises sérieuses dans l'euro, en 2010 et en 2015 en particulier. La spéculation sur la dette de certains États au bord de la faillite, avec des taux d'intérêt très élevés, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, tout cela faisait baisser le cours de l'euro, ce qui posait un problème aux autres pays. Alors l'alternative, c'était soit d'exclure de l'euro les États au bord de la faillite, et ça a été sérieusement envisagé pour la Grèce, soit de leur faire subir un plan d'austérité drastique pour éviter la faillite, choix qui a été imposé à la Grèce au prix d'un appauvrissement brutal des classes populaires grecques. Mais en fait, l'existence de l'euro n'ayant supprimé ni les divergences d'intérêts entre États, ni l'hétérogénéité des économies européennes, toute crise le met sous tension. Cette tension s'exprime ces dernières années sur la politique de la Banque centrale européenne en matière de taux directeurs,
les taux directeurs qui déterminent les taux d'intérêt des banques. Est-ce qu'il faut les augmenter? Quand? À quel rythme? Les représentants de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France, de l'Italie plaident chacun en fonction de la situation de leur économie nationale. Ils trouvent des accords ponctuels. Mais pour combien de temps? Cela montre en tout cas clairement que la construction européenne a organisé un marché commun, mais pas créé une zone économique homogène. En d'autres termes, que l'unification du marché reste très partielle et qu'elle est donc précaire. Alors, pour résumer, à qui profite toute cette construction européenne? Eh bien, elle profite aux plus grands capitalistes. Ce n'est pas le boulanger du coin qui bénéficie du marché commun, mais Carrefour, Auchan, Lidl. L'unification des normes, la disparition des douanes, la monnaie unique facilitent les échanges pour ceux qui échangent à l'échelle internationale, c'est-à-dire les multinationales, les Total, Stellantis, BMW, Mercedes, les banques. Et elle leur a aussi facilité la mainmise sur les pays du Sud et plus récemment de l'Est de l'Europe. La dislocation du bloc de l'Est, qui était sous domination de l'URSS jusqu'à la fin des années 1980, a été une manne pour les puissances de l'Ouest. L'Allemagne, qui s'est réunifiée et a retrouvé son ancienne hinterland économique en Europe centrale, en a particulièrement profité. Mais la France n'est pas restée à l'écart. L'exportation de marchandises et capitaux vers ces pays a commencé avant leur intégration à l'Union européenne, mais elle a été facilitée par leur entrée dans le marché unique au début des années 2000. Aujourd'hui, Carrefour a plus de 400 magasins en Roumanie. En Pologne, on trouve les supermarchés Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour, Leclerc, sans compter Leroy Merlin, Castorama, Bricomarché. Et les opérateurs de téléphonie mobile qui dominent tout le marché européen sont l'allemand Deutsche Telekom, le britannique Vodafone et le français Orange. L'intégration a aussi facilité l'installation ou le rachat d'usines dans ces pays où les salaires sont beaucoup plus bas qu'en Europe de l'Ouest. Peugeot en Slovaquie, Renault en Roumanie, Mercedes en Hongrie, Whirlpool en Pologne, Nokia en Roumanie, etc., etc. Et tout cela s'est fait avec le soutien actif des États en question, des États concernés, dans lesquels la bourgeoisie locale a trouvé un moyen de s'enrichir en servant de sous-traitante et d'intermédiaire aux entreprises des pays riches. Et si l'Union européenne a parfois financé des routes et infrastructures dans ces pays, c'est seulement parce que c'était nécessaire à ces implantations impérialistes. Les prétendues aides de l'Union européenne sont en fait taillées sur mesure pour revenir dans les poches des trusts européens. Ce sont eux qui obtiennent la plus grande part des contrats financés avec les fonds européens. Pour la construction de stations d'épuration en Croatie, par exemple, on trouve un consortium regroupant le français Suez et une compagnie autrichienne. Pour les systèmes digitaux de contrôle des trains et les infrastructures d'électrification du rail en Roumanie, on trouve Alstom. Pour l'extension du métro de Prague, on trouve la plus grande entreprise de BTP allemande, Hortif, et les exemples sont légion. C'est la même chose dans l'agriculture. L'Union européenne verse de l'argent aux agriculteurs à travers la politique agricole commune, la PAC. Or, la PAC est indexée sur les surfaces et la taille des cheptels. Et comme l'intégration à l'Union européenne a accéléré la concentration foncière et en fait la dépossession des petits paysans dans les pays de l'Est, bien une partie des subventions de la PAC versées à ces pays revient en fait à des gros investisseurs agricoles des pays impérialistes. En Roumanie, 40% des exploitations agricoles sont détenues par des investisseurs et des multinationales comme Generali et des groupes français comme Limagrain, Bonduelle. Lactalis, multinationale française bien connue, est le premier producteur de lait en Croatie. Donc c'est le même qui étrangle les petits éleveurs ici et là-bas et qui récupère de l'argent européen ici et là-bas. Et puis, qui vend des tracteurs aux agriculteurs de toute l'Europe, y compris à l'Est? Eh bien, des constructeurs américains, hollandais, allemands, qui leur vendent leurs semences et leurs pesticides, les Trusses d'Europe de l'Ouest, Bayer, Syngenta, qui leur vendent le carburant qu'ils mettent dans leurs tracteurs, les pétroliers des pays impérialistes. Alors, les prêts et crédits européens aux pays dominés, ce ne sont pas des cadeaux, c'est la garantie que les marchés seront ouverts aux trusts des pays impérialistes. Ces investissements et délocalisations vers l'Est de l'Europe ont été utilisés par des politiciens de tous bords pour accuser l'élargissement de l'Union européenne d'être une cause de licenciement et de chômage. Lors de la campagne présidentielle de 2017, on a vu Macron et Le Pen se succéder sur le parking d'une usine Whirlpool délocalisée en Pologne.
Du côté de la gauche, François Ruffin va même jusqu'à dire qu'il faut arrêter d'être généreux avec les pays de l'Est en y autorisant les délocalisations. Mais comment peut-on parler de générosité quand les ouvriers roumains ou hongrois sont payés quelques centaines d'euros par mois? Tout cela, c'est une façon de détourner la colère des travailleurs contre d'autres travailleurs au lieu de dénoncer les actionnaires et dirigeants de ces entreprises. Les capitalistes ont toujours installé les usines là où elles sont le plus rentables et toujours mis en concurrence les travailleurs pour obtenir le profit le plus élevé. D'ailleurs, Nokia, qui avait délocalisé une usine d'Allemagne en Roumanie en 2008, l'a plus tard délocalisée au Vietnam. On entend le même type d'argument chez ceux, comme Mélenchon en particulier, qui dénoncent le statut de travailleur détaché. Le principe de ce statut est qu'une entreprise d'un pays européen peut détacher un de ses salariés vers un autre pays. Elle le paye au salaire du pays où il travaille, mais elle verse les cotisations sociales dans le pays d'origine. Et comme les travailleurs détachés viennent de pays où les cotisations sont plus faibles, cela permet au patron de faire des économies. En fait, c'est une extension des facilités déjà offertes aux patrons à l'intérieur des frontières, via les divisions entre CDI et CDD, embauchés et intérimaires, stagiaires et titulaires. Les techniques patronales pour cela sont infinies. Oui, le patronat met les travailleurs en concurrence, partout et tout le temps. Mais se battre statut par statut, nationalité par nationalité, pays par pays, c'est s'affaiblir face à un ennemi commun. Continental, le géant allemand du pneu, mène en ce moment une guerre aux travailleurs dans toutes ses usines, en Roumanie, en Allemagne, en France, en Hongrie. Son offensive est générale et ne tient pas compte des frontières. Alors les travailleurs doivent répondre en n'en tenant pas compte non plus. L'argent pour conserver les emplois et verser des salaires décents, il n'est pas dans les poches des travailleurs de l'Est, il est dans celles des actionnaires. Et pour contraindre les patrons à prendre sur leurs profits, tous les travailleurs sont des alliés de combat. Surmonter les divisions, déjouer ce piège qui consiste à nous montrer du doigt la concurrence étrangère plutôt que les profits, c'est vital pour s'organiser et mener ce combat. Et dénoncer les travailleurs de l'Est est d'autant plus honteux que l'expansion de l'Union européenne n'a évidemment pas du tout entraîné une unification des niveaux de vie. Le salaire minimum varie de 332 € en Bulgarie à 2250 € au Luxembourg. En Roumanie, il y a des usines automobiles ultramodernes, mais il n'y a que 750 km d'autoroutes, dont une partie seulement est entretenue car c'est une voie de circulation entre la Grèce et l'Allemagne. Mais le reste est dans un état déplorable. En Hongrie, il peut y avoir à la fois des usines de batteries dernier cri et un réseau de distribution d'eau complètement obsolète, où la perte peut atteindre 40 à 50%. Et ces dernières années, l'inflation, déjà dramatique dans les pays riches, a atteint des niveaux encore bien pires dans les pays de l'Est. En 2022, le pain a augmenté de 30% en Bulgarie et en Lituanie et de plus de 60% en Hongrie. Il y a 20 ans, lors de l'intégration des pays de l'Est à l'Union européenne, on promettait à la population l'alignement progressif sur les conditions de vie des pays les plus riches. Aujourd'hui, ils ont plus de capitaux impérialistes, mais il n'y a pas eu plus de ruissellement qu'il n'y en a dans les pays riches où prospèrent les plus gros capitalistes du continent. Parmi les prétendus bienfaits de l'Europe, ses défenseurs mettent aussi en avant la libre circulation des personnes, que les courants d'extrême droite accusent à l'inverse de tous les maux. Alors cette libre circulation des personnes est pourtant très loin d'être une réalité. Depuis 1995, il existe un espace dit Schengen, au sein duquel les contrôles aux frontières ont été levés. Il n'y a évidemment pas à regretter l'époque où, au passage de chaque frontière en Europe, il fallait montrer ses papiers et où on risquait d'être refoulé. On, c'est-à-dire les pauvres, les travailleurs, ceux qui doivent se déplacer pour trouver un boulot. Un bourgeois tchèque, grec ou polonais n'a pas eu besoin d'attendre que son pays rentre dans l'espace Schengen pour venir signer des contrats à Berlin ou faire du tourisme à Paris. Regretter les frontières d'avant Schengen, ce serait une aberration pour les travailleurs. C'est le sort des travailleurs du monde entier que de s'installer là où ils peuvent travailler. Il n'y a aucune différence entre un ouvrier marseillais qui s'installerait à Lille et un ouvrier polonais qui s'installerait à Saint-Nazaire. Dans les deux cas,
c'est un frère de classe qui, comme n'importe qui ici, est obligé d'aller s'embaucher là où il y a du travail, tout comme ceux qui viennent d'autres continents. Pour les travailleurs, les frontières nationales ne sont que des obstacles. Elles ne protègent ni de l'exploitation, ni de la pauvreté, ni des guerres, mais elles sont des entraves à la liberté de circulation dont les capitaux, eux, disposent. Alors si les travailleurs polonais, croates, grecs ou de n'importe quel pays peuvent se déplacer dans toute l'Europe sans avoir à se justifier et à produire des papiers à des policiers ou à des juges, tant mieux. Mais la réalité est bien loin de cela. D'abord, ces accords ne concernent pas toute l'Europe. La Bulgarie et la Roumanie sont membres de l'Union européenne depuis 2007, mais elles ne rentreront dans l'espace Schengen que le 31 mars prochain, si rien ne change d'ici là. Et puis, les accords de Schengen, en réalité, font l'objet de suspensions incessantes, surtout depuis 2015, sous prétexte de lutte contre l'immigration. Aujourd'hui, les accords de Schengen sont par exemple suspendus entre l'Allemagne et la Pologne, entre la Pologne et la Slovaquie, mais aussi aux frontières françaises, et la France se vante d'avoir refoulé en 2023 plus de 30 000 personnes, rien que dans le département des Alpes-Maritimes, à la frontière italienne. En fait, l'Europe est remplie de policiers, de douaniers, de militaires, et non, ce n'est pas un espace de liberté. Et puis l'Union européenne est de plus en plus fermée au reste du monde. Schengen, c'est la construction de véritables barrières en Europe de l'Est, dans les Balkans et en Méditerranée. En 2022, l'Union européenne comptait plus de 2000 kilomètres de barrières et de murs frontaliers, contre un peu plus de 300 en 2014. 13% des frontières terrestres de l'Union européenne sont aujourd'hui clôturées. Quel progrès! Les techniques les plus sophistiquées sont financées à coups de milliards pour verrouiller ces frontières. 5,7 milliards d'euros rien que pour la période 2021-2027. Et l'agence européenne Frontex, qui est chargée de ça, emploie 10 000 personnes, gardes-frontières, gardes-côtes, en plus des forces de répression de chaque État européen. L'Union européenne verse des millions d'euros à la Libye pour entretenir des camps de torture où sont détenus des réfugiés du Moyen-Orient ou d'Afrique et payer les gardes-côtes qui interceptent les bateaux et les renvoient en Afrique quand ils ne les coulent pas directement. La Turquie a reçu plusieurs milliards d'euros pour retenir les migrants sur son territoire. Alors, les réfugiés sont obligés de prendre des routes de plus en plus dangereuses. Rien qu'en 2023, plus de 2500 morts ont été recensés dans des naufrages en Méditerranée, sans compter tous ceux qui ont disparu sans laisser de traces. Et les réfugiés qui parviennent à franchir tous ces obstacles et à rejoindre l'Europe ne sont pas concernés par la libre circulation européenne. Selon le règlement dit de Dublin, un étranger qui veut demander l'asile en Europe doit déposer son dossier dans le premier pays où il a mis les pieds. La plupart des demandeurs d'asile n'arrivent pas en avion, mais à pied par l'Europe de l'Est ou par la mer en Italie, en Espagne, en Grèce. Bien, ce sont les pays frontaliers qui sont censés les retenir. Et aux frontières de l'Union européenne, il y a des camps où les migrants sont parqués dans des conditions infâmes. Les pays frontaliers essaient de négocier une plus grande participation financière des autres pays de l'Union européenne pour faire ce sale boulot. Ce sont des discussions sans fin pour décider du sort de quelques centaines de milliers de personnes cherchant un endroit sûr pour vivre sur un continent de 450 millions d'habitants et qui compte des États parmi les plus riches du monde. Et même ceux qui arrivent à entrer et à obtenir des papiers ne deviennent pas les égaux des citoyens européens. Chaque État a conservé sa propre politique en matière de visa, d'accès au travail et aux prestations sociales. C'est pourquoi la France a pu voter récemment une loi immigration qui restreint les droits des travailleurs immigrés sans que l'Union européenne ait rien à y redire. Alors, s'il y a quelque chose à dénoncer dans Schengen, ce ne sont sûrement pas les quelques articles qui facilitent un tout petit peu les déplacements en Europe, mais tous ceux qui permettent de mener une véritable guerre aux réfugiés. Il n'y a pas mieux à dire sur les autres valeurs dont l'Union européenne se vante et qui ne sont pas plus réelles que la liberté de circulation. Car la construction d'un marché unique n'a jamais signifié la construction d'un espace où les droits humains élémentaires sont respectés.
L'appartenance à l'Union européenne n'empêche aucune législation réactionnaire. En Pologne, où l'avortement avait été autorisé en 1956, une série de lois, entre 1993 et 2021, l'a rendu illégal malgré des manifestations massives. Cela n'a déclenché qu'une réaction symbolique du Parlement européen. Alors parfois, l'Union européenne bloque des crédits, sous prétexte que tel ou tel État ne respecte pas ce qu'elle appelle l'état de droit. Cela a été plusieurs fois le cas de la Hongrie. Cela n'a rien changé au caractère réactionnaire de la politique de Viktor Orban. Mais cela permet aux grandes puissances européennes de rappeler qui est le chef en suspendant ou en rétablissant des crédits. Ces grandes puissances, elles, ne sont bien sûr jamais punies par l'Union européenne, quelles que soient les dictatures qu'elles soutiennent et financent partout dans le monde. Alors oui, l'Union européenne, cette alliance bourgeoise, est un outil pour les plus grands capitalistes européens. Elle n'a jamais eu d'autre objectif que d'aider des puissances impérialistes de seconde zone dans la compétition internationale. Elle est en fait la reconnaissance forcée par les bourgeoisies elles-mêmes de l'anachronisme des nations et des frontières dans une économie mondialisée, une tentative de surmonter cet anachronisme. Mais elles ne peuvent pas réellement y parvenir. Et la construction européenne n'a fait disparaître ni les intérêts nationaux, ni les États à leur service, ni même les frontières pour les êtres humains. 80 ans de négociations ont dans une certaine mesure unifié le marché. Mais l'Union européenne n'est pas devenue une nation au sens où la bourgeoisie en a construit dans son histoire. Elle reste un regroupement d'États qui ont en partie des intérêts communs et en partie des intérêts divergents. Aujourd'hui, l'aggravation de la crise économique rend leur concurrence de plus en plus féroce. Alors l'Union européenne va de crise en crise. L'une de ces crises a été le Brexit, c'est-à-dire la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Le Brexit fut le résultat d'une campagne lancée par les milieux conservateurs en rivalité pour se faire élire, en détournant contre l'Europe la colère de la population frappée par la crise. Conservateurs et souverainistes ont prétendu que le chômage, les bas salaires, le manque de moyens dans les services publics étaient la faute de Bruxelles et de l'immigration, elle-même due à l'appartenance à l'Union européenne. Un référendum organisé en 2016 a donné une courte majorité au Brexit, sur fond d'abstention massive d'ailleurs. Et il a fallu 4 ans pour qu'il soit concrétisé. La Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne fin 2020. Cela a signifié le retour des formalités douanières, des contrôles sanitaires sur les produits alimentaires, des pénuries de main-d'œuvre qui ont désorganisé toute l'économie britannique. Tout cela représente un immense gâchis qui a été payé par les classes populaires, en particulier par une très forte inflation. Le Brexit, résultat de la démagogie des politiciens conservateurs, n'était probablement pas le choix préféré de la grande bourgeoisie britannique, même si le centre de gravité de ses affaires n'a jamais été uniquement l'Europe. La désorganisation des circuits d'échange a posé des problèmes au patronat, mais il a pu compter sur l'État pour l'aider à passer le cap. Le montant des aides publiques a été multiplié par 3 depuis le Brexit. L'État britannique prenant largement le relais de l'Union européenne pour abreuver les patrons de subventions en tout genre. Et sur le continent, l'Union européenne a aussi créé un fonds de plusieurs milliards pour soutenir les entreprises affectées par le Brexit. La grande bourgeoisie britannique n'a pas perdu au change. Les banques installées à Londres ont dû développer leurs activités sur le continent pour pouvoir continuer à vendre des produits financiers dans toute l'Europe. Des emplois ont été supprimés en Grande-Bretagne, mais ce ne sont pas les actionnaires des banques qui ont souffert de ces réorganisations. Les trusts britanniques continuent de très bien se porter. British Petroleum et Shell, 2 géants mondiaux du pétrole, accumulent des dizaines de milliards de profits, alors que les prix de l'énergie pour les consommateurs ont explosé. Tout va très bien aussi pour les actionnaires d'AstraZeneca, l'une des plus grosses entreprises pharmaceutiques d'Europe, qui est anglo-suédoise, ou encore d'HSBC, l'une des plus grandes banques du monde. Quant aux secteurs pour qui la transition est plus difficile, ils peuvent compter sur la compréhension des autorités des 2 côtés de la Manche. Le secteur automobile a ainsi obtenu le report pour 3 ans de l'établissement de taxes douanières entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne, sous la pression conjointe des constructeurs britanniques et européens. La population ouvrière, elle, en revanche,
fait face à une véritable guerre menée par le patronat et le gouvernement. Il est impossible de séparer ce qui est dû au Brexit et ce qui est dû à la crise générale de l'économie capitaliste. Mais ce qui est sûr, c'est que les promesses d'amélioration du niveau de vie faites par les défenseurs du Brexit n'étaient que des mensonges à visée électorale. En Grande-Bretagne comme ailleurs, l'offensive de la bourgeoisie contre les travailleurs prend la forme de l'inflation, des suppressions de postes, de la destruction des services publics, du durcissement des conditions de travail. Le Brexit n'empêche aucun licenciement, aucune fermeture d'entreprise, comme le montre encore l'annonce récente de la fermeture de Hauts-Fourneaux entraînant 2800 suppressions de postes. Et la classe ouvrière paie aussi le Brexit d'une autre façon, sur un terrain politique. Car la victoire des souverainistes a donné des ailes aux courants politiques les plus réactionnaires, anti-immigrés et anti-ouvriers. Le gouvernement de Rishi Sunak tente même d'organiser un système pour déporter les immigrés illégaux jusqu'au Rwanda. Le renforcement de la surveillance à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne n'empêche pas des réfugiés de tenter de traverser la Manche dans des embarcations de fortune et pour beaucoup d'y perdre la vie. Le Brexit montre où peut mener la démagogie anti-Europe qui monte aujourd'hui partout. La désorganisation, le gâchis retombent sur la population. La grande bourgeoisie s'en sort dans tous les cas. Les courants politiques qui brandissent ici le Frexit, en Allemagne le Dexit, aux Pays-Bas le Nexit, etc., ont la même argumentation que les pro-Brexit de l'époque. Bien au chaud dans nos frontières, nous pourrions améliorer le niveau de vie de la population et la protéger. À gauche, s'il ne réclame pas la sortie de la France de l'Union européenne, le PCF ne fait pas mieux lorsque son candidat aux européennes, Léon Desfontaines, écrit, je le cite, « Notre nucléaire aux mains de l'américain Amazon, nos médicaments aux mains des Chinois, notre industrie automobile aux mains des Polonais. Voilà la souveraineté portée par Emmanuel Macron. Le 9 juin, on reprend la main. » Mais qui est nous? À quel moment les travailleurs ont-ils été maîtres de la politique des entreprises françaises comme Orano, Sanofi ou Renault? Ils disent qu'il faut restaurer la souveraineté nationale pour pouvoir décider. Oui, il y a bien un problème de souveraineté dans cette société, mais pas de souveraineté nationale, de souveraineté sociale. Car qui est souverain aujourd'hui dans l'Union européenne comme dans chacun des pays du monde? Qui crée le chômage? Qui bloque les salaires? Qui impose l'austérité dans les services publics et pille le budget de l'État? Eh bien, ce sont les grandes fortunes capitalistes, ceux qui orientent la production, ceux qui en tirent bénéfice et qui ont les États à leur service. Fermer les frontières ne changera pas cette réalité. Alors oui, les travailleurs devraient être souverains, ils devraient diriger toute la société qu'ils font déjà tourner. Mais pour atteindre cette souveraineté-là, il faut enlever le pouvoir à la bourgeoisie et non se mettre à la remorque de tel ou tel démagogue qui prétend que le peuple aura plus de pouvoir dans des frontières fermées. Alors, peu après le Brexit, l'épidémie de Covid a montré quelle est la réaction des États européens en période de crise, sauf qui peut, et pour en savoir plus, je vous invite à revenir après une courte pause.